L'île de Lampedusa est tristement célèbre pour les naufrages de migrants qui se déroulent régulièrement dans ses eaux. À plus de 10 heures de bateau de Sicile, le point le plus méridional du territoire italien est en fait plus proche des côtes tunisiennes que des rivages siciliens, et les eaux libyennes ne sont guère éloignées. C'est sur ce confetti d'Europe qu'arrivent les migrants, généralement subsahariens. Mais sur l'île, d'autres visiteurs affluent, du nord cette fois. Les vacanciers italiens ou européens viennent nombreux pour profiter des eaux turquoises des plages et criques de Lampedusa. Dans le port, la statue de la Vierge Marie, tournée vers le large pour veiller sur les marins, semble davantage préoccupée des périls de la haute mer. Et à ses pieds, justement, un navire d'intervention des gardes-côtes part patrouiller avec des membres d'une ONG. En 2016, la route de Lampedusa a vu passer plus de 180 000 migrants et réfugiés. 4 578 ont été portés disparus ou retrouvés morts. Cela signifie que pour 40 migrants qui arrivent en Italie, un n'arrive jamais à bon port. Et cette route de Lampedusa est loin de se tarir. 2016 a fait figure de record, avec un nombre de morts et disparus qui a bondi de 57%. Face à cet afflux, les opérations des seules autorités italiennes et européennes ne suffisent plus. Un rescapé sur 4 est désormais secouru par des ONG, soit le double qu'en 2015. Happy est camerounais. En 2009, il a quitté son pays, traversant l'Afrique, le désert, puis embarquant de Libye pour Lampedusa. S'il reste pudique sur les raisons qui l'ont poussé à partir, il a accepté de nous recevoir pour nous décrire le parcours semé d'embûches qu'il a suivi depuis le Cameroun jusqu'en Europe. Je suis parti du Cameroun, en fait, en réalité, c'était de faire le tour du Cameroun. Donc, je suis arrivé vers le nord, j'ai voulu visiter un peu le Tchad, j'ai dit bon d'accord. Je fais un petit tour au Tchad et puis je vois. Et du Tchad, j'ai quelqu'un qui me dit ben voilà, la Libye c'est à côté. Enfin, je ne m'attendais pas que ça soit un voyage douloureux comme j'ai vécu. En fait, le Tchad c'est un pays qui est très grand et il y avait beaucoup de désert. Et je dis bon d'accord, je vais essayer de voir. Ils ont dit non, c'est pas très loin, voilà. C'est juste proche. Et dès que je pris le camion, puisque c'est le camion qu'on allait, on était au moins 400 dans le camion, un grand camion. Et on commence à aller là. On a fait, je pense, presque 4 jours, 5 jours, juste pour arriver dans une autre ville qui s'appelle Abéché. En fait, au Tchad, hein, quand je suis arrivé à Béché, ça commençait à être difficile parce que déjà il faisait tellement chaud et on était presque entré dans le désert. Et c'était pas encore fini. D'Abéché maintenant jusqu'à Faya, c'était le désert complet. Alors, il fallait voyager, dormir dans le désert, toucher le camion et puis c'était difficile parce que en même temps là, avec les Tchadiens, c'était très bizarre parce que en plus ils parlaient arabe et ils cherchaient des façons comment faire pour vous voler. Donc du coup, ils étaient même prêts à vous tuer s'il y avait possibilité. Et bien, j'ai eu la chance qu'il y avait une Tchadienne qui parlait français, donc du coup elle m'a dit si tu as des sous sur toi, c'est mieux que tu me les donnes. Je sais pas, bêtement, je lui ai fait confiance. Je lui ai donné tout, franchement, tous les sous que j'avais. Et heureusement, c'était une fille franchement très honnête. Et puis, quand ces Arabes, ces Tchadiens, ils essayaient de vouloir m'agresser et tout, elle était là à intervenir, à dire non, c'est pas comme ça. On fait pas ça aux gens, tout ça. En langue arabe. Et puis, elle a intervenu. Donc, du coup, c'était la seule personne sur qui je pouvais compter. Et puis, c'est comme si on la respectait un peu parce qu'elle parlait français. Parce qu'au Tchad, c'est pas tous qui parlent français. Et elle m'a aidé jusqu'à Béché. Donc, à Béché,
Elle m'a dit, bon, je suis désolé, je reste là, tu dois devoir te débrouiller tout seul. Elle m'a franchement remis tous mes sous. J'ai essayé de vouloir lui donner un tout petit peu. Elle m'a dit, tu sais pas ce qui t'attend, mieux vaut que tu gardes tes sous. Bon, à ce point, j'ai dit, ok. Bon, je ne me rendais pas compte de ce qui allait m'arriver en fait. Maintenant, d'Abéché, quand on est parti, on a repris le truc, on partait, on est arrivé jusqu'à Faya. Et là, à Faya, j'ai trouvé certains Ivoiriens. En fait, ils sont arrivés là-bas, ils n'avaient plus de sous, rien, pour pouvoir arriver jusqu'en Libye. Et je les ai trouvés là. Et ce coin, c'est un coin qui est vachement pauvre. Tu peux rien avoir, que ce soit, même pour les Tchadiens eux-mêmes, ils n'ont rien mangé là. Et là-bas, même pour voler, tu n'avais même pas possibilité de voler parce qu'il n'y avait rien à voler. Donc si tu es là-bas, que tu n'as plus d'argent, c'est comme si tu étais condamné à mort, quoi. Une mort vraiment très très douloureuse. Donc du coup, ils étaient là désespérés. Je suis arrivé, j'ai dit, bon, ok, venez, je vous paye le transport, on va aller ensemble. Et quand on voulait traverser, c'est où on nous a arrêtés. On a fait, c'était le vendredi. Alors, ils nous ont pris le mercredi. On a fait 2 jours là-bas. Et le vendredi, quand ils allaient pour prier, enfin, je dis, je ne vais pas supporter. Dès que j'ai eu l'occasion, j'ai dit à ces Ivoiriens, c'est des risques à prendre. Si vous pouvez, bon, parce que ça c'est ma responsabilité. S'ils m'ont tué, c'est pas grave, c'est ma responsabilité. Et puis, je me suis échappé de la prison. Et j'ai pris toute une journée juste à courir. Ils m'ont suivi. On est parti jusqu'à un autre coin. C'était près des grosses pierres où il y avait un peu d'ombre. On s'est caché là. On a dit, bon, on attend la nuit et tout. On ne sait jamais. Peut-être ils sont en train de nous rechercher. Bon, on a attendu, on a dormi là. Et après, on est un peu sorti, mais étant prudent. Et puis, donc on a trouvé certains gagnants là qui parlent anglais. Et ils nous ont demandé, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez aller en Libye? Tout. On dit oui. Et du coup, là, on a pris un jeep. Et je les ai payés. Ce jeep à tous. Puis ils étaient 3. De là, c'est où beaucoup de choses ont commencé. En traversant, on a d'abord eu la malchance de tomber sur des toilettes. Et alors, Dieu merci, je ne sais pas où j'avais pris l'idée déjà à Djamena. Il y avait d'autres sous, j'ai mis dans les trucs de ceinturon. Donc j'ai déchiré, j'ai mis beaucoup de sous là pour faire de ceinturon. Je l'ai recousu. Mais je laissais quand même un tout petit peu sur moi au cas où ils me fouillent pour pouvoir trouver quelque chose. Sinon, ils diront, mais t'as caché l'argent, tu ne peux pas être sans sous. C'était une diversion quand même. Alors, de là, ils m'ont fouillé tout avec d'autres. Ils ont trouvé un peu d'argent sur moi. Ils ont pris. Ils étaient sûrs que c'est tout ce que j'avais. Mais d'autres, ils avaient vraiment caché. D'autres, ils ont mis dans des chaussures, dans des chaussettes. Et tout ça, on a pris tous les habits. On a tout fouillé, on a pris tout. Ils sont restés vraiment sans rien. Donc, après, ils nous ont dit, ok, la prochaine fois, si vous voulez faire le malin avec nous, ça va vous coûter votre vie. Et là, on a continué. Ben, arrivé à notre coin, il nous dit, écoute, la Libye, c'est juste là au fond. Vous avez 3 heures pour arriver. Ben, c'est là où c'était vraiment la galère. Les 3 heures, c'est au moins 3 jours et demi. Parce qu'il te montre un coin où tu vois de loin. Il te dit, ouais, de là tu es en Libye. Ok, tu te dis, bon d'accord, sur ces 3 heures, je n'ai pas besoin de prendre d'eau. Et il y a beaucoup de personnes qui ont laissé des trucs disant, bon d'accord, c'est facile, 3 heures, ça ne sert à rien avec cette chaleur.
de prendre plus de trucs. Là, c'est pesant, tout. Et c'était l'erreur qu'on avait fait. On a commencé à marcher. On marche. Arrivé déjà une journée, il y a un Sénégalais déjà qui n'en pouvait plus. Il dit, ouais, j'en peux plus là. On dit, mais écoute, t'en peux plus, il n'y a personne pour t'aider ici. On va continuer. Mais là, il s'est forcé. Il est venu. D'un coup, il est tombé. Et il était franchement, comment dire, déshydraté. D'un coup, les yeux ont changé, c'est devenu, ça a tourné, c'est arrivé, en fait. C'est devenu noir bizarrement. Écoute, moi j'ai dit, écoute, moi, au moins c'est les forces qui doivent me rester, il faut que je continue. Je ne sais pas où on va arriver, mais bon. Alors, avant que la journée ne finisse, nous on a continué, on ne sait pas comment l'autre Sénégalais a fini. Là. Il fallait dormir. Bon, maintenant, pour pouvoir dormir, il faut mettre ta chaussure en direction où tu dois aller parce que tu ne sais pas si demain matin, le même coin peut être là parce qu'il y a des montagnes de sable qui se déplacent. Donc après, tu ne vois plus, parce que le lendemain, on ne voyait plus l'insigne dont on nous avait montré. Le truc bizarre encore, c'est que dans la nuit, il fait froid comme si c'était l'hiver au désert. Et le matin, tu te lèves et t'as mouillé comme si tu étais là et tout. Et puis, il fallait continuer à marcher. On n'avait ni à boire, ni à manger. En plus, le sac qui était franchement chaud, qui t'enlevait un peu, qui t'enlevait les semelles de chaussures. Donc, du coup, il fallait continuer. On commençait à se déshabiller pour arriver, parce qu'on n'en pouvait plus. Arrivé à d'autres coins, on voyait des squelettes de personnes là-bas. À partir de ce coin, il y avait beaucoup qui voulaient déjà pleurer. On a dit, écoute mec, c'est l'âme que tu veux faire sortir, au moins ça peut te donner un peu de force d'arriver, on ne sait pas où. Il va falloir continuer. Et là, on a continué. Et à une certaine heure, il y a d'autres personnes qui commencent à délirer, à raconter plein de trucs, comme s'ils voyaient leur grand-mère, ils vont aller boire de l'eau, tout ça. Donc, nous, on n'avait plus la... Moi, je ne pouvais rien, de toute façon. Je dis non, il faut venir par ici parce que c'est plus de force que tu épuisais. Et tu avais moins de chances d'arriver. Déjà, on avait les pieds gonflés, qui étaient bien brûlés par le sable. C'était une autre douleur à traverser. Et ces mecs qui déliraient, bon, on a dû continuer, on les a laissés, on ne sait pas comment ils ont fait, ou pas où ils sont partis. Moi, je suivais juste le chemin d'homme. On nous a montré l'insigne où on nous a dit d'arriver. Je suis juste ça. Et puis ces Ivoiriens qui étaient derrière moi qui disaient, attends, il faut qu'on le suive parce qu'on a l'impression qu'il sait ce qu'il fait. Je ne sais pas où je prenais le courage, mais en fait, je m'en foutais déjà vraiment. Je me disais, bon, ça c'est sûr, je ne suis pas sûr d'arriver, mais je ne vais pas laisser tomber. Il faut que j'arrive. Pour pouvoir laisser tomber, il faut que j'ai plus de force. Même si je peux ramper, je fais pour arriver. Et là, je continue. On a eu ça pour arriver dans un petit village, dans ce coin de la Libye. Mais marcher, j'arrivais plus. Les pieds étaient tellement gonflés. En fait, le coin qu'on nous a indiqué, c'était quoi? C'était une caravane où on remet des animaux. Et puis, à la semaine, ils viennent le nourrir, je ne sais pas, peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Ben, nous sommes arrivés dans cette maison. Et on s'est mis à boire de l'eau avec les chameaux. Ouais, on est plongé dedans. Voilà. Parce que c'est le seul truc qu'on avait. Et on est resté là-dedans. Enfin, tellement fatigué, truc.
Par coup de chance, après une journée, il y a ceux qui devaient venir nourrir ces chameaux qui nous ont vus. Ils nous ont dit, ils nous ont pris, sont allés, on ne parlait pas arabe, rien. Ce qu'on arrivait à faire, c'était manger, manger. Et ils ont compris ça, ils nous ont donné un peu à manger. Et ils nous ont donné un peu d'habits à mettre et tout. Et après quelques temps, ils ont essayé de vouloir nous faire partir de là. Mais quand même, ils nous ont laissé une semaine là, ils nous ont donné pas manger le temps que le pied, au moins plus, reprendre un tout petit peu sa forme. Et après, ils nous ont demandé de partir. Et il fallait qu'on recherche maintenant comment faire. On cherchait un coin, au moins de trouver un noix dans le coin, quoi. Et on marchait. Il y avait des gagnants. Ouais, parce que beaucoup de personnes qu'on a vues là, c'était des gagnants. Ils nous ont pris, ils sont allés dans une maison où on peut dire dans un bar en fait, un bar caché. Parce que là en Libye, les bars, ça se fait pas. En fait, ce bar, c'était un coin où il y avait des filles comme des putes, quoi. Donc du coup, c'était un truc géré comme ça. On était là-bas. Bon, on savait quoi faire, quoi dire. On était perdus. Et par coup de chance, c'était un lieu où ça fréquentait un Camerounais en fait. Il est venu, il a dit mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais vous êtes malade. Comment vous avez fait pour arriver ici? En fait, on les a expliqué par où on est passé et tout. Ils ont dit ben, ça s'appelle du suicide. Je sais pas quelle chance ou par quel moyen vous allez faire quand même pour travailler, pour réussir à traverser ce coin de désert, parce que il y en a beaucoup qui ne réussissent pas. Là, il nous dit, vous avez eu beaucoup de chance. Qu'est-ce que vous comptez faire? On a dit, on ne sait pas. C'est où après, il dit, ben écoute, il y a, pour aller en Italie, voilà, vous pouvez arriver juste à Tripoli, et puis, vous prenez nos bateaux pour arriver en Italie. Le problème, c'était pour arriver à Tripoli. Moi, je me suis dit, bon, étant déjà en Libye, il n'y a pas de souci. Ben non, il fallait prendre toujours pas. C'était comme un trafic, quoi. Alors, le truc monstrueux qu'il y a eu là, ils nous ont mis dans une voiture. Comme de la sardine. Alors, ils vous mettent comme de la sardine après. Ils vous mettent des habits. Alors, toi qui n'arrives pas à entrer, ils commencent à vous frapper comme des bétails. Tu ne peux pas répondre parce que voilà où il appelle ses frères, là t'es mal barré. Parce qu'en même temps, ils font ce trafic. Et c'est aussi dangereux pour eux parce que si la police les prend, ils sont aussi mal foutus. Alors, il fallait toujours passer dans les chemins vers le désert pour éviter la police. Mais étant couvert, tu ne savais pas par où tu vas, tout, mais tu savais qu'il fallait que tu arrives à Tripoli. Maintenant, je ne sais pas jusqu'où on est arrivé. Après, on a vu la voiture s'arrêter. Bon, on était où? C'était au commissariat quand on s'est arrêté. En fait, la police nous avait vus. Et puis directement, ils sont venus les arrêter. Ils ont dit, suivez-nous. Ils sont allés jusqu'à la police. Et puis nous, en sortant de la voiture, étant couvert, tout, la bâche la tête, on se retrouve devant la police. Et là, on a dit, bon, ok, je pense que là, nos carottes sont cuites. Ils nous ont laissés en prison là. On a fait 15 jours. Mais c'était comme si c'était 15 ans. Alors, ils vous donnent à manger
quand ils veulent. Mais vous mangez une fois par jour. Et puis des petits trucs. Mais le truc, c'est que on était devenu, comment on dit, lavatrice. Lavatrice. Le lave-linge, parce que tous ces policiers, ils allaient prendre les habits, il fallait qu'on lave. Et puis avec des policiers qui s'entraînaient à donner des baffes sur nos jours. Ils viennent à 2 heures, ils vous mettent tout le temps, ils vous mettent en ligne. Ils commencent à vous donner des baffes. Et il ne faut pas esquiver, tu esquives, tu vas te prendre vachement des bastonnades. Il faut rester là et puis tu attends. Ils s'entraînent, ils donnent un autre qui te gifle. Et puis peut-être un de ses collègues qui dit ouais, t'as une main de femme, voilà, il faut qu'il reprend tout. Et c'est horrible. Alors chaque 2 heures, vous devez sortir les laver tout, les habits, tout. Et venez avec les habits. Et puis pour entrer, il y avait un autre policier qui était franchement méchant. Alors pour entrer, il te laisse avancer, il te met un pied au cul avec sa botte et puis il est content. Il s'amuse quoi. À chaque fois, c'était comme ça pareil. Pendant 15 jours. Parfois, ils venaient avec des nourritures où ils ont préparé depuis une semaine. Que c'était déjà fade, il vous faut manger. Ben si tu manges pas, t'as rien mangé. Et des fois, nous, qu'est-ce qu'on faisait? On mangeait. Et de temps en temps, on allait dans des poubelles de la prison, parce qu'il y avait d'autres Libyens là. Là, la famille venait avec la nourriture. Donc, quand ils mangeaient, ils jetaient les restes. Après, nous, qu'est-ce qu'on faisait? On allait chercher ces restes qui étaient dans la poubelle pour pouvoir survivre, sinon c'était la mort. Et un jour, après 15 jours, il y a un de ses responsables qui vient. Il dit, vous avez l'argent sur vous, tout. Moi, je lui ai dit oui. En fait, la culotte qui était restée sur moi, j'ai retiré l'argent qui était là. Je lui ai dit, bon, je ne sais pas où je vais arriver, peut-être je vais mourir, je ne sais pas. Bon, ouais, j'ai sorti cet argent. Et je dis, ben voilà tout ce qu'on a. On n'a plus rien. Il dit, mais d'autres? J'ai dit non. Cet argent, c'est pour nous trois. Voilà, on est sortis tous ensemble, on est vu. Bon, il a été super gentil. Il a dit, bon, je prends ça, je vous donne ça. En fait, ce qu'il a fait, en plus, c'est de trouver une voiture qui nous accompagnait à Tripoli. Mais de là, on n'avait plus trop peur de la police parce qu'on a pris l'auto. Et puis la voiture était bien, tout le monde était bien assis. Bah, arrivé à Tripoli. Et il nous a laissé. Bon, on marchait aussi. Bon, on avait moins de risques en ce moment. Et on arrive à quelque part. On a trouvé toujours ce genre de même coin où il y a des putes et tout. Et puis il y a un mec qui nous dit, voilà, il y a un bateau qui va partir dans 2 semaines tout. Ils nous ont pris, ils sont allés mettre dans ce coin. Donc on a fait 2 semaines là, c'était comme une prison. Tu peux pas sortir, rien. Après 2 semaines, bon, on y va. Qu'est-ce qu'on trouve? C'est pas le bateau, c'était comment ça s'appelle? Ce bateau de sauvetage là. C'est ce bateau gonflable. Il y en a beaucoup qui ont laissé tomber leurs affaires. Ils ont commencé à dire Seigneur Dieu. Et d'autres arabes qui ont laissé, l'autre qui dit voilà au Cuba, il laisse tomber ce truc. Ben il dit non, je ne pars plus. Ils ont sorti le fusil. Je dis, tu as 2 trucs à choisir. Jusqu'à l'heure actuelle, nous sommes gentils avec toi. Ou on t'abat ici, ou tu choisis espérant que tu as la chance d'arriver avec le bateau. Ils sont aussi en risque parce qu'ils se disent que bon voilà, si tu retournes et que la police te prend,
ils aussi sont très mal barrés. Là, au bateau, tu t'es obligé, parce que si tu y vas pas, ils vont te tuer. De gré de force, tu dois partir. Ou de mourir sur place, ou espérant prendre le bateau et disant que bon, voilà, je peux arriver. Là, au moins, voilà. Et là, sur ce bateau, on était au moins 350. 350. Alors, dès que tu arrives, déjà pour monter sur le bateau, ils ne sont pas tous montés. Je ne sais pas s'il y a beaucoup qui sont morts dans l'eau. Parce que, en fait, il y avait trop de vagues. Et déjà, ça soulève tout, il fallait t'accrocher pour pouvoir partir parce que tu ne sais pas si tu restes, c'est les Libyens vont te tuer disant voilà, t'as pas voulu partir, donc voilà, ils te descendent là. Et là, pour pouvoir entrer là, moi je me suis accroché sur la corde, en fait, la corde qui est au bout. Ça m'a envoyé dans la mer, mais je n'ai pas laissé, ça m'a envoyé dedans. Je pense que si j'avais laissé, je serais allé au fond. Je ne sais pas. Après, je me suis retrouvé en train de planer en l'air et j'ai atterri sur le genou de quelqu'un, sur ma côte. Ma respiration s'est bloquée pendant au moins 5 secondes. Je n'arrivais pas à respirer après, j'ai fait oh! Et puis c'est revenu. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils choisissent quelqu'un entre vous. Et dit, voilà, pour démarrer, tu fais ça, et puis tu conduis, tu diriges comme ça, et puis voilà. Et puis en fait, il y avait deux bateaux. Il y avait un autre en planche, en bois. Ceux-là, ils ne sont pas arrivés parce que la mer, ça a cassé le bateau. Déjà à 200 mètres, ça a cassé le bateau. Je pense qu'ils sont tous morts. Ouais. Et c'était la chose la plus douloureuse à voir. De voir les gens qui sont en train de mourir noyés et tu peux rien faire. Tu peux que partir. Et voilà. Ils nous sont partis. Et étant dans la mer, on a fait 3 jours. Et 3 jours parce que ça s'est gâté en route, le bateau s'est gâté. On a fait une journée à Trévis, sans savoir où nous allons. Après, il y a quelqu'un qui se lève, il essaie de tapoter un peu, ça redémarre. On arrive un peu à la frontière sicilienne, vers la mer. Ça se gâte vers la mer internationale, vers la route internationale. Ça se gâte. Et pas beaucoup de chance. Il y a eu un bateau pêcheur qui est arrivé. Il nous a lancé la côte. Il a appelé la Boada Costa, qui est venu. Et déjà, ce pêcheur, ils étaient gentils. Déjà, ces 3 jours, on avait fait sans manger, sans boire. Parce que tu n'arrivais pas. Déjà, avec le mal de mer et tout, la faim et l'envie de boire, tu la ressentais plus. Déjà, ta pensée, c'était est-ce qu'un jour je vais voir la terre? Parce que même voir l'oiseau, c'était difficile. Et psychologiquement, c'était pas bien. Pas tu te dis, bon, on fait partie, on voit même pas, il fallait déjà voir l'oiseau pour espérer dire, bon, peut-être il y a la terre quelque part. Mais ça, c'était pas, on a fait ces jours sans voir. Et puis, c'est vrai, après 2 jours, on a vu peut-être l'oiseau. On commençait à être content. Et voilà, jusqu'à arriver chez Chebus. Jusqu'à ce que ces pêcheurs arrivent. Et puis de là, ils nous lancent des pains et tout.
Il fallait vendre et on pouvait mourir encore à ce point parce que, avec ces peurs, on courait dessus tous comme des animaux. Et avait raison. Et voilà, après, quand ils sont venus, ils nous ont tous pris, voilà, jusqu'à Lampedusa. À Lampedusa, quand tu arrives, ils te demandent ton âge et tout. Et puis ils essaient de regarder si tu as quelques maladies et tout. Et ils vous envoient dans une chambre déjà. Et vous dormez là. Le lendemain maintenant, ils vous envoient dans des camps, des différents camps de réfugiés. Ouais. Les différents réfugiés, ça dépend que ce soit à Milan, que ce soit à Rome, que ce soit en Sicile. Voilà, ça dépend. La Trapani, j'ai fait, disons 3 mois, parce que je suis allé faire la commission, et ils m'ont refusé. Et c'est où je suis revenu à Palerme. Et ils m'ont refusé de me donner un titre de séjour, que ce soit asile politique ou ils ont asile politique, ils ont subsidiaire et puis ils ont humanitaire. Ils m'ont refusé tous ces trucs. Et c'était très douloureux encore. Et je suis venu à Palerme. C'est là où j'ai trouvé un avocat qui m'a aidé, qui a fait un recours pour moi et qui m'a aidé à obtenir un séjour à Palerme. Et puis de là, dès que j'ai eu, je suis allé à Paris. Et déjà pour obtenir ce séjour, j'ai passé 1 an pour attendre. J'ai passé 1 an. Et dès que je l'ai eu, le même jour, je suis parti à Paris, où j'ai fait 5 ans. Et c'était pas du tout facile. Parce que à Paris, sans papier, j'avais des papiers d'ici, mais ça ne valait pas en Paris en fait. Tu peux pas travailler avec en Paris. Et j'ai fait 5 ans. J'ai essayé de faire des petits jobs qui n'étaient pas déclarés. Et parfois, il fallait avoir la chance qu'ils te payent. Sachant que tu n'as pas de papier, ils ne te payent pas parce qu'ils n'ont pas tu n'as pas de preuve que tu as travaillé pour lui. Et parfois, tu travailles, ce que tu as travaillé pour te donner peut-être en 10 fois. Et c'est très très difficile. C'est très très difficile. Et puis quand tu arrives ici, tu te dis, ben voilà, peut-être c'est presque fini, tu peux trouver du travail, mais non. Mais non. Déjà, que tu sois noir, étranger, ça devient encore plus difficile. Et, ne serait-ce que pour renouveler les papiers, j'ai perdu 1 an. Étant à Paris, je suis venu là pour 1 semaine. J'avais une chambre en colocation, quoi. Ouais. Et tous mes affaires sont restées là. Tout. Les 1 an que j'ai passé ici, c'est parce que dès que je suis revenu ici, déjà pour avoir la carte de séjour, j'ai passé 7 mois à attendre. Et dès que j'ai eu la carte de séjour, on devait me donner le titre de voyage. Ben, ils m'ont donné rendez-vous après 2 mois. Bon, pour pouvoir traverser, j'espère retourner à Paris, mais à la frontière, quand je suis arrivé à Paris, à la frontière, avec le séjour que je venais de prendre tout, ben, ils m'ont dit non, tu ne peux pas passer, il te faut le passeport. J'ai dit, mais le séjour, c'est européen. C'est dans l'Union européenne. Ils me disent, oui, mais on s'en fout. Tu ne peux pas passer
Avec ça, il te faut le passeport aussi. Avec le séjour, tu peux pas aller. Tu peux pas arriver à Paris. Et puis on dit quoi, l'Union européenne. Je sais pas à quoi ça sert si avec le séjour, tu peux pas arriver là-bas. Sur le quai de Lampedusa, les migrants et réfugiés embarquent aux côtés des touristes. Mais à bord, durant la demi-journée de traversée, ils ne se croiseront plus. Les premiers resteront enfermés dans une salle, tandis que les vacanciers voyageront libres. Pour les migrants, c'est le début d'un nouveau voyage, à la recherche des précieux papiers, sans lesquels ils seront, in fine, renvoyés vers leur point de départ. Même quand tu arrives ici, et on a beaucoup qui arrivent là disant, bon, écoute, ils n'ont pas de patience à attendre les documents, même si ça doit faire 1 an, 2 ans, et puis ils courent, ils vont à Paris. Mais à Paris, c'est quand tu arrives là-bas, tu es déçu, parce qu'il y a un coin qui s'appelle Château-Rouge, où tu vois beaucoup qui sont sans papier, qui font rien, et qui sont là juste à parler entre une vie, donc, disons, une vie perdue, quoi. Ils n'ont plus d'espoir parce qu'ils n'ont pas de papier, ils ne peuvent rien faire. Et le truc un peu choquant, c'est qu'après, quand ils ont un peu l'occasion de se prendre des photos, ils font des belles photos pour pouvoir animer ceux qui ont la possibilité de peut-être être au Cameroun, de mieux gagner leur vie là, de venir ici souffrir. Parce que l'Europe, faut pas qu'on se mente. Si j'ai l'occasion de retourner dans mon pays à faire peut-être quelque chose, à ouvrir une activité, j'irai. Parce que l'Europe, c'est pas ce qu'on croit. Parce qu'on vient, on vous dit, ouais, il y a plein d'argent en Europe, il y a ces ici-là, mais c'est pas vrai. Alors, tous ceux qui viennent et puis qui envoient plein de voitures au Cameroun, qui construisent des belles maisons, des châteaux, ça dépend ce qu'ils font. Parce que si tu veux vraiment travailler, que tu te mets à travailler, que tu dois être honnête, tu peux pas t'acheter une voiture facilement comme ça. Si tu n'as pas un grand projet. Alors, si tu dois travailler parce que à Paris c'est cher, tu gagnes, mais en même temps tu dépenses. Que ce soit dans la maison, tes taxes, tout, déjà pour manger, tu dépenses tout dedans. Donc du coup, ça dépend. Faut jamais envier à ces personnes qui viennent avec des belles voitures. Tu sais pas c'est qui, s'ils ont vendu leur âme pour pouvoir faire ça. Parce que quand je dis vendre des armes, c'est aller faire des trucs pas possibles pour avoir de l'argent, quoi. Donc, non, faut qu'on se sorte de ce rêve-là dans la tête. En me disant, ouais, l'Europe, il y a plein d'argent, c'est le paradis, mais c'est une vie très très difficile en Europe. Très très difficile. Et tous ceux, enfin, ce que je peux dire, c'est tous ceux qui risquent leur vie, disant ouais, je vais arriver en Europe, et puis quand je vais arriver, tout est fini. Mais non, c'est faux. Parce que tu as les papiers que tu dois voir, qui doit te prendre plein de temps, et que tu ne sais pas si tu peux avoir ou non. Et il faut chercher à avoir une petite vie, ça qui... Et puis c'est pas facile. Et prendre le risque en traversant le désert ou prendre la mer, c'est pas un truc à conseiller à quelqu'un. Parce que le désert, c'est l'enfer. C'est l'enfer sur terre. Parce que là, parfois tu demandes à mourir et tu ne meurs pas. Parfois tu as envie de mourir. Et pouvoir laisser cette souffrance, tu n'arrives pas parce que c'est tellement douloureux que tu le ressens dans ta moelle épinière.
et vivre ce cauchemar que pour traverser déjà, si tu as la malchance, si tu ne trouves pas les toilettes, tu as beaucoup de chances de trouver les serpents. Ou si tu ne trouves pas, tu as aussi beaucoup de chances de trouver que ce soit des loups, puisqu'il y a des loups en désert. Tu as la chance de les trouver. Et déjà risquer ta vie pour venir en Europe et être sans papier et pouvoir, je sais pas, faire des mauvaises choses pour avoir un peu à manger, ça vaut pas le coup de risquer sa vie. Ou si tu as la possibilité de faire ton billet d'avion, d'avoir ton truc pour prendre l'avion, d'accord. Ou si tu viens pour étudier, ouais. Mais risquer ta vie parce que tu te dis, ouais, l'Europe, il y a plein d'argent, je conseille pas. Donc, ce que je peux dire à tous les jeunes Africains, c'est avant de prendre ce risque, c'est beaucoup réfléchir. Parce que l'Europe, c'est pas facile. Dès que tu arrives, tu commences à regretter. Pourquoi tu as fait ce chemin pour rien? Et ça, c'est sûr et certain.